je ne vais pas évidemment reprendre une par une toutes les communications qui ont été prononcées depuis ce matin. On va essayer peut-être d'en tirer de façon thématique un certain nombre de points forts. Alors il y a d'abord ce rapport au terrain, bien évidemment. Il est difficile de concevoir l'art militaire, le terrain commande, tout le monde connaît le fameux dicton. Mais en plus, l'action du génie, sans la prise en compte du terrain, et sans la prise en compte de toutes les difficultés du terrain. Alors on l'a vu à travers plusieurs communications. Ça peut être à l'échelon presque micro-tactique, sur un axe, ça peut être à l'échelon stratégique, avec la conception d'une manœuvre d'ensemble. Ce qui me fait passer à un deuxième point qu'on a évoqué dans plusieurs communications, et qui se manifeste de façon différente, mais qui donne aux sapeurs une espèce de vision extrêmement large de l'ensemble de la bataille et du champ de bataille, qui est propre, je crois, aux armes d'appui. Moi, j'avais vécu en tant que guerrillec, où on travaille avec toutes les armes, voire les différentes armées, et où le lieutenant ou le capitaine a une vision de l'opération dans son ensemble et une compréhension de l'opération dans son ensemble qui est bien plus large par nature que celle que peuvent avoir ses camarades fantassins cavaliers. Ce qui nous renvoie aussi à ce que disait Hervé Drévillon sur l'aptitude ou la capacité de l'officier sapeur à exercer des postes d'état-major. Je crois que relativement jeune en carrière, l'officier du génie qui commence à avoir une certaine expérience, comme ceux du transmetteur, ou comme ceux parfois même de l'artilleur, certaines subdivisions d'armes de l'artillerie, a nécessairement une compréhension de l'opération dans son ensemble, qui peut être extrêmement utile, extrêmement profitable pour la suite de sa carrière, mais surtout pour le travail en état-major. Alors là, un petit clin d'œil, de mémoire, mais je me trompe peut-être, il me semble que l'officier général sapeur qui atteint les plus hauts postes de la hiérarchie dans notre armée de terre, le dernier, ça devait être le général Richard, qui devait être M4, le major général. Je crois que... Tu as eu Kenney, le choix du président de la République. Oui, inspecteur général, exact. Mais on a peut-être un déficit par rapport aux périodes antérieures, avec une inaptitude ou une incapacité à aller chercher un certain nombre de commandeurs dans des armes d'appui ou de soutien. C'est une perception très française de la guerre, où le chef est celui qui charge sabre clair et trompette sonnant de toute force à la tête de ses hussards. C'est peut-être pas que ça non plus, la guerre. Ça nous entraînerait beaucoup plus loin. Dans le génie, ce qui est remarquable et ce qui a été souligné dans toute une série d'interventions, c'est, alors en lien avec le terrain, et puis on apprend toujours la guerre d'hier, donc la guerre de demain est toujours différente, elle est toujours inattendue. Alors c'est vrai pour toutes les armes et subdivisions d'armes, en particulier pour celle du génie, c'est la capacité d'adaptation permanente. Alors au milieu aquatique en Indochine, aux grottes en Algérie, avec cette aptitude à créer des unités de circonstances, presque avec des matériels bricolés localement, et qu'on retrouve encore de façon très régulière sur les théâtres d'opération actuels, où c'est l'utilisateur qui va proposer telle évolution. On le voit bien pendant la Première Guerre mondiale, où il y a des matériels qui émergent de la base, qui sont validés ou non par l'échelon de commandement intermédiaire, et puis qui sont, suite à compte rendu officiel, repris au niveau le plus élevé de la hiérarchie, mis en fabrication semi-industrielle et qui redescendent ensuite en dotation. C'est un système que l'on voit assez fréquemment. Et le génie est une arme qui favorise ce type d'attitude, du fait justement de ses caractéristiques d'emploi. Et puis, un point qui a été un petit peu évoqué, alors en particulier dans la première communication, mais qu'on a senti un petit peu en pointillé, on l'a senti chez Hervé Drévillon, on l'a senti par la suite, c'est cette caractéristique du génie. Alors il n'est pas le seul, l'artillerie, deuxième arme savante, autre arme savante, la possède également, mais c'est cette capacité du génie à entretenir
des relations d'autorité, de commandement et ou contractuelles, l'un n'empêche pas l'autre, avec toute une série d'intervenants extérieurs. Alors, quand je dis intervenants, ça peut être des armées voisines, des contingents indigènes, des industriels et des entrepreneurs locaux, civils, etc., etc. Donc il y a une aptitude aussi de l'officier du génie à traiter au-delà de sa propre section, de sa propre unité, pour remplir la mission globale qui lui est fixée. Et vous évoquiez dans la première intervention, qu'on ne savait pas très bien où était la différence entre l'ingénieur qui servait l'armée et le militaire qui allait construire, enfin participer à des constructions civiles. C'est quelque chose qu'on retrouve également très souvent. Et puis, en général, dans la dernière intervention, dans votre intervention sur Daguet, il y a évidemment, et ça dépasse le cadre du génie, mais on ne peut plus vrai, Cadeau l'avait un petit peu évoqué en nous parlant du rapport Elie de fin de campagne de guerre d'Indochine, le rétexte sans langue de bois et sans a priori. Alors effectivement, il m'a été donné d'assister à un certain nombre de débriefings de retour de mission. C'est assez extraordinaire, parce qu'on a parfois l'impression que tous les 6 mois on gagne la guerre. Et puis 6 mois après on recommence, on gagne à nouveau la guerre. Et puis 6 mois après, c'est toujours la même, on regagne la guerre. Bon, au bout d'un moment, ça devient un petit peu lourd, un petit peu lassant. Et donc effectivement, cette nécessité d'un vrai texte sans langue de bois et sans a priori, avec cette formule que j'ai notée, Général Manet, que j'ai notée, je pense que je vais m'en resservir avec votre autorisation. Si on n'écoute pas ceux qui ont été en situation, ce n'est pas la peine de parler de rétexte. Donc ça, je pense que je vais le mettre dans un rapport très prochainement, dans une fiche très prochainement. Tirer les enseignements pour aujourd'hui, au-delà du descriptif. C'est très bien de dire il s'est passé ça, tel jour, telle heure on a fait ça, le lendemain, telle heure, tel jour on a fait ça, etc. Bilan, X mines, X munitions ceci, X rebelles tués, X je ne sais quoi. Bon, mais là on est dans le descriptif. Maintenant, qu'est-ce qu'on en tire pour aujourd'hui? D'accord? Et puis peut-être, en abondant dans ce qui a été dit, l'histoire ne donnera jamais une checklist à suivre, c'est jamais un mode d'emploi. Mais qu'est-ce qu'on en tire en source d'inspiration et en mode de réflexion pour demain. Enfin, pour conclure, il y a eu, ça a été évoqué dès les premiers mots ce matin, 3 belles thèses récentes sur l'arbre du génie, dont les auteurs sont venus parler devant vous, la thèse de Cadeau sur le génie en Indochine, la thèse du général de Fretin sur le génie à Verdun, la thèse de Lafaille sur le génie en Afghanistan, la thèse de Choron qui se prépare sur un aspect du génie pendant la guerre d'Algérie. Et alors on a encore un certain nombre de trous dans la raquette, on a encore un certain nombre de périodes qui mériteraient d'être étudiées, donc je ne lance pas un appel à volontariat bien sûr. Mais pour l'histoire du génie, il y a encore du travail. Et puis comme le génie ne se bat pas pour lui-même et ne se bat pas seul, ça veut dire aussi que pour les autres armes, il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour le plus grand bien de l'histoire militaire et le succès des armes de la France. Je vous remercie.